Burkina Faso, l'ancien ministre des Sports et président d'un club de 2e division, Yacouba Ouédraogo, suspendu de toute activité sportive pour acte de corruption. L'ONU plaide pour un plan d'urgence au Congo-Brazzaville. Un appel de fonds a été lancé pour venir à bout de la crise humanitaire qui prévaut dans le pays. Nouveau report des élections législatives au Gabon, la classe politique réagit. Bonsoir chez vous et bienvenue à cette nouvelle page d'information sur SICAN. Démarrons par des nouvelles du Burkina Faso. L'ancien ministre des Sports et président d'un club de 2e division, le colonel Yacouba Ouédraogo, a été suspendu de toute activité sportive pendant 1 an pour acte de corruption sur un arbitre. L'annonce a été faite mardi par la Fédération burkinabé de football. Selon le conseil de discipline de la FBF, le colonel Ouédraogo aurait envoyé par transfert électronique la somme de 20 000 francs CFA à M. Kéré, un officiel de match, au moment des faits, sans qu'il n'y ait aucun lien direct ou indirect d'amitié ou de parenté entre eux. Une source proche du ministère des Sports indique que c'est ce transfert qui a été considéré comme un acte de tentative de corruption par le Conseil de discipline, relevant un cas de récidive pour le colonel Ouédraogo qui aurait déjà tenté de corrompre un trio d'arbitres. Nous poursuivons ce journal, cette fois-ci cap émis sur nouveau report des élections législatives saisies par le gouvernement. La Cour constitutionnelle a en effet décidé de reporter ces élections prévues ce mois de juillet à avril, donc 2018. Tout en évoquant un manque de budget, le gouvernement a convaincu la Cour qu'il a besoin de temps pour appliquer les réformes électorales décidées lors du dernier dialogue politique. Ce faisant, les députés actuels, dont le mandat a pris fin en décembre 2016, resteront en poste encore 15 mois. Mais pour l'opposant Guy Nzuba Ndama, ce nouveau report est un calcul machiavélique du pouvoir en place. Que nous dit la nouvelle du côté du Kenya? Eh bien, nous parlerons plutôt de la présidentielle du 8 août prochain. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, est en campagne dans le bidonville de Kibera, en périphérie de la capitale Nairobi. Suivez. Le Kenya élit le 8 août prochain son président, ses députés et ses gouverneurs. Et ce, 10 ans après les violences électorales de 2007-2008, qui avaient fait quelques 1100 victimes et plusieurs centaines de milliers de déplacés. Pour ce scrutin, le leader de l'opposition, Raila Odinga, mène une campagne assidue auprès de ses partisans. Pour ne pas s'attirer la malchance, il demande même à ces derniers de pratiquer l'abstinence sexuelle jusqu'à la proclamation des résultats. La corruption que le gouvernement de la Jubilee a créée dans ce pays fait fuir les investisseurs. De nombreuses entreprises ont fermé et ont quitté le pays. Les réseaux sociaux ont transformé le monde. Tu ne peux pas dire que tu vas éteindre l'Internet. Si tu ne peux pas éteindre Internet à cause des discours de haine ou autres, nous devons développer une culture de la tolérance. Nous appelons les Kenyans à s'aimer les uns les autres, s'aimer entièrement. S'il y avait un moment pour mettre fin au tribalisme, c'est maintenant. Favori sans forcément être assuré d'être réélu, Uhuru Kenyatta, le président sortant, veut contrarier les ambitions présidentielles de son challenger Raila Odinga, avec qui il aura été sous le même toit gouvernemental. En Côte d'Ivoire, Assoua Adou, ancien ministre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a été condamné mardi à 4 ans de prison pour trouble à l'ordre public par la cour d'assises d'Abidjan. La procureure avait requis 10 années de prison pour atteinte à la sûreté contre l'ancien ministre incarcéré depuis 2 années maintenant. Il faut dire qu'Adou était jugé en même temps que 7 autres personnes présentées comme des complices des
des faits. Il a été arrêté en janvier 2015 et inculpé pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État pour des faits datant de 2012 à 2013. Nous restons donc en Côte d'Ivoire pour cette fois-ci nous intéresser au Forum de la société civile africaine. Cette organisation créée par un ex-partisan de Charles Blé Goudé à Abidjan veut compter sur l'échiquier politique ivoirien. Elle a donc déjà plusieurs bureaux installés en Côte d'Ivoire. Ces partisans étaient réunis dans la commune de Makori à Abidjan à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président national de ce forum. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, Chris Pattern, à Sémian. Sur cette place publique de la commune de Makori à Abidjan, l'heure est à l'unité, car en croient ses organisateurs, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise économique, sociale et politique à 3 ans des élections présidentielles de 2020. Le Bénin tout près ici. Élection présidentielle, il y a eu 33 candidats. Pourquoi chez nous ici, on ne peut pas faire des élections présidentielles avec 50 candidats? Ça fait quoi? Que tous ceux qui veulent être candidats, qu'on les laisse être candidats. À l'initiative de ce rassemblement, le Forum de la société civile africaine, une organisation créée le 25 juillet 2015 par l'ancien président de la jeunesse du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, un mouvement créé par Charles Blé Goudé qui partage aujourd'hui le même destin que Laurent Gbagbo, prisonnier politique à la Cour pénale internationale. Il faut arrêter. La CPI doit arrêter ce procès-là. Laurent Gbagbo peut sortir et puis ne pas être candidat. Il va aller à maman. On ne doit pas humilier notre chef d'État. Pour Rick Dogbo-Nyamakan, la justice et la réconciliation ne sont plus à négocier. Ses partisans disent en avoir marre des discours prônant la paix, alors que sur le terrain, les actes posés sont totalement contraires. Il faut arrêter ceux qui ont pucelé, il faut libérer ceux qui n'ont pas pucelé. Si on ne peut pas attraper ceux qui ont pucelé, il faut libérer ceux qui n'ont jamais attrapé pucelé. C'est le débat de la réconciliation aussi. Investi officiellement à la tête de cette organisation qui se fait panafricaine, le Forum de la société civile africaine appelle tous les acteurs politiques ivoiriens à la démocratie. La démocratie dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un contexte multiethnique, doit transcender les particularismes ainsi que les luttes acharnées pour le pouvoir. 2020 cristallise déjà la scène politique ivoirienne. Depuis son limogeage du gouvernement, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur ivoirien, Yamien Konan, allié du RHDP, est depuis en disgrâce avec le régime Ouattara. Débarqué il y a de cela quelques semaines à Abidjan à la tête de l'UPCI, il vient d'annoncer sa candidature pour les présidentielles de 2020. C'était au cours d'un rassemblement à Abidjan. On l'écoute sur des propos recueillis par Chris Pattern. Pourquoi on va laisser le sort de la Côte d'Ivoire entre deux messieurs, plutôt qui ont déjà fait pour eux? Ils sont deux, ils ont plus de 75 ans. Et c'est eux qui vont décider pour tous ces jeunes Ivoiriens. Pourquoi? Ils ne vont pas décider. On sera tous candidats. Tout le monde. Préparez-vous, on sera tous candidats. Tout le monde peut diriger la Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent là. Le gouvernement congolais et le système des Nations Unies ainsi que 16 autres partenaires humanitaires ont lancé un appel de fonds de 23 700 000 $ pour venir à bout de la situation d'urgence humanitaire qui paralyse le département du Poul au Congo-Brazzaville. L'objectif est d'aider 138 000 personnes dont des femmes et des enfants. En effet, selon une enquête sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle menée en juin 2017,
Plus de 50% des familles sont en situation d'insécurité sanitaire et ces familles font notamment face à de grandes difficultés d'accès à la nourriture et aux besoins alimentaires de base. Il s'agit donc des conséquences des violences et de l'insécurité qui secouent certains districts du département du Poul depuis avril 2016. Du côté du Niger, à présent, 23 migrants ouest-africains, dont une fillette de 7 ans, abandonnés par leur chauffeur en plein désert dans le nord du Niger, ont été secourus par une équipe de l'Organisation mondiale pour les migrations. Suivez. Ces migrants sont au nombre de 23, dont une fillette et 2 femmes. Ces rescapés, dont des Gambiens et des Sénégalais, ont raconté avoir été abandonnés par leur chauffeur, dont ils ont espéré pendant 6 jours le retour avant de marcher pendant 2 autres jours dans le désert. Ils ont finalement été repérés dans les environs d'un puits par les autorités locales qui ont signalé leur présence à l'Organisation internationale pour la migration, a expliqué le même employé. Porte du Sahara, Agadez, plus grande ville du nord du Niger, est une plaque tournante du trafic d'êtres humains voulant gagner l'Europe via la Libye voisine. Depuis le début de l'année, découvertes macabres et opérations de sauvetage de migrants sont devenues monnaie courante dans le désert. Entre mai et juin, 52 migrants, dont des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert. Une cinquantaine d'autres migrants portés disparus fin juin après avoir été abandonnés en plein désert sont probablement morts selon l'OIM. Début juillet, 67 migrants ont été secourus par une patrouille de l'armée nigérienne. Pour lutter contre les trafiquants, Niamey a voté en 2015 une loi très sévère rendant leur crime passible de 30 ans de prison, mais sans grand succès jusqu'à présent. L'Union européenne a versé la semaine passée au Niger une aide de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, pour l'aider à juguler le flux de migrants clandestins. Un tour par le Venezuela avant de mettre un terme à cette édition. Le gouvernement du président Nicolás Maduro a réaffirmé mardi le maintien de son projet de constituante malgré les menaces de rétorsion économique fortes du président Donald Trump. Il faut rappeler que l'Amérique est le principal importateur du pétrole vénézuélien. Cette poussée de tension intervient 2 jours après le succès de la consultation symbolique de l'opposition vénézuélienne qui a vu 7,6 millions de personnes se prononcer pour le retrait de l'Assemblée constituante. Les États-Unis ne resteront pas immobiles pendant que le Venezuela s'effondre. Si le régime Maduro impose son Assemblée constituante le 30 juillet, les États-Unis adopteront des mesures économiques fortes et rapides, a sommé lundi Donald Trump dans un communiqué sans détailler les mesures. Qualifiant Nicolás Maduro de mauvais dirigeant rêvant de devenir dictateur, Donald Trump a appelé à la tenue d'élections justes et libres et assuré que les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple vénézuélien dans sa quête pour ramener son pays vers une démocratie totale et prospère. Nicolás Maduro a répliqué mardi en convoquant le Conseil national de défense, plus haute instance constitutionnelle pour les affaires de sécurité, réunissant notamment le ministre de la Défense, le président de la Cour suprême et la présidente de l'autorité électorale, tous 3 accusés par l'opposition d'être inféodés au pouvoir. Nicolás Maduro assure que la constituante vise à apporter paix et stabilité économique au pays, mais l'opposition pense qu'elle servira à contourner l'Assemblée nationale et à instaurer une dictature. Tout est bien qui finit bien. Nous voici donc à la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur SICA. Au revoir.